Nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2020 et nous fêtons la 15e revue de presse. La 15e quand même, c'est cool hein. Pour pas vous mentir, à la base j'avais prévu d'en faire 14 pendant 2 semaines et puis après réfléchir à un autre format. Mais vu que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et que le confinement ça va durer, et on va continuer cette revue de presse pendant encore un mois ou deux. Ce qui fait que c'est le moment si vous voulez partager la vidéo sur vos réseaux, si vous voulez vous abonner parce que ça va continuer. Et revue de presse un peu particulière aujourd'hui parce qu'on va pas mal parler d'économie. Les 2 premières infos, ça va se concentrer là-dessus, donc ça va être quelque chose d'un peu plus technique. Et comme d'habitude, avant de passer aux 3 infos, on va faire un petit tour rapide aux 3 brèves. Et pour cette première brève, on va faire un point sur un sujet qu'on a déjà pas mal abordé, mais sur lequel il y a des nouveautés, c'est la pénurie de médicaments en France. C'est Mediapart qui fait le point là-dessus. Et ils apportent une information assez importante, c'est qu'aujourd'hui, on est totalement en pénurie d'anesthésiants, qui est un élément indispensable pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont en réanimation. À tel point qu'aujourd'hui, les hôpitaux, ils utilisent le stock des vétérinaires. Donc ils prennent des anesthésiants qui étaient destinés aux animaux, avec le même principe actif qu'il y avait pour les humains, mais ils l'utilisent pour les cas de Covid-19. Et heureusement qu'ils font ça, parce que sans compter les stocks des vétérinaires, les hôpitaux, ils ont plus qu'une seule journée de stock d'anesthésiants pour la plupart, et dans leur majorité, ça se compte sur les doigts d'une main. Et là-dessus, l'administration et le gouvernement, ils nient le fait qu'il y a des pénuries. Ils disent juste qu'il y a des problèmes d'importation. Et cette situation, elle est tellement délicate que tu as le collectif Interhôpitaux qui a fait une demande à l'État pour réquisitionner ce qui était possible de réquisitionner et fabriquer plus de médicaments. Et bien sûr, le gouvernement a refusé parce qu'il disait qu'il n'y a pas de pénurie. Mais de toute façon, la grande partie des médicaments viennent d'Inde et de Chine qui ont limité, eux, leur exportation. Ce qui fait que le seul plan du gouvernement, là, à peu près, c'est espérer sur des importations. Sauf que, avec tous les conflits qu'on a déjà vus pour les masques et pour autre chose, ça va être très compliqué. Une situation qui semble très compliquée et surtout insoluble, puisque vu qu'on n'en fabrique pas en France, qu'on n'a plus de stock et qu'on attend des commandes qui ont été faites à l'Inde et à la Chine, on se retrouve dans une situation, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Deuxième brève, on va parler de cette rencontre incroyable entre le Dr Raoul et Emmanuel Macron. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on sait à peu près rien de cette rencontre et de ce qui s'est dit. Les seuls articles qu'il y a, c'est différents groupes politiques qui disent « Oh, ils ont dû se dire ça » ou « Ils ont dû se dire ça » et qui se projettent un peu n'importe comment. Donc c'est pas très intéressant les articles qu'il y a en ce moment sur ce sujet. Mais dans la mêlée médiatique, il y a quand même un article qui sort du lot, c'est celui de Marianne. On en a déjà parlé il y a quelques jours, donc on va pas revenir là-dessus. Mais en fait, il parle du lien entre le conseil scientifique qui est autour de Macron et les lobbies pharmaceutiques. Évidemment, dès que ça parle du Dr Raoul et de la chloroquine, c'est un sujet assez sensible. Et l'article de Marianne, je vous le recommande parce qu'ils arrivent à être assez neutres là-dessus et ils donnent la parole des deux côtés. Ce qui fait qu'on apprend des choses et ça permet de prendre de la hauteur et c'est agréable de voir un article qui nous prend pour des gens intelligents. D'ailleurs, concernant la chloroquine, la Suède, qui a été l'un des premiers pays à avoir adopté un protocole avec de la chloroquine, est en train de battre en retraite. C'est Le Monde qui relaie cette information et il parle notamment des effets secondaires qui seraient trop forts et aussi du fait que le médicament soit pas assez efficace. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description et si vous voulez en débattre, c'est par commentaire. Dans la Macronie, il y a vraiment énormément de personnes très charmantes, mais il y en a surtout une en particulier qui tire son épingle du jeu, c'est le préfet l'Allemand. Il fait encore parler de lui parce qu'il a fait preuve une nouvelle fois de toute son humanité et de tout son respect qu'il avait envers le peuple français. La préfecture de Paris, elle avait logiquement réquisitionné un entrepôt celui de Rungis pour stocker les cadavres. Et la gestion de cet entrepôt-là, ça a été délégué à une entreprise privée de services funéraires qui s'appelle OGF. Et la préfecture de Paris, elle avait géré tout ça, et notamment concernant le financement, de savoir comment est-ce qu'on rémunère cette entreprise pour le service qu'elle apporte. Et c'est sous les recommandations de la préfecture de Paris qu'on s'est retrouvé dans cette situation incroyable où les familles qui avaient des personnes dont les cercueils étaient à Rungis devaient payer pour le service qui était fait. L'entreprise privée sous les conseils de la préfecture de Paris, avait par exemple donné un forfait de 6 jours où les familles devaient payer 135 €. Et chaque jour qui dépassait, les familles devaient payer 35 € en plus. Et là où ça devient beaucoup plus joyeux, c'est que les familles qui voulaient se recueillir auprès de leurs morts, c'était possible, l'entreprise laissait faire ça, et par contre, il fallait payer 55 € pour 1 heure maximum, pas plus d'1 heure. Et on commence à avoir l'habitude, le gouvernement a réagi après le scandale, pas avant. Ils ont dit que, oh mon Dieu, on n'était pas au courant, que c'est pas l'Allemand qui a fait ça, c'est pas le ministère qui a fait ça doit être l'administration, mais qu'on va faire un contrôle des prix très rapidement, et que cette histoire de 35 €, on va dire que c'est l'État qui les paye.
Ils ont dit que, oh mon Dieu, on n'était pas au courant, que c'est pas l'Allemand qui a fait ça, c'est pas le ministère qui a fait ça doit être l'administration, mais qu'on va faire un contrôle des prix très rapidement, et que cette histoire de 35 €, on va dire que c'est l'État qui les paye. Bref, encore une histoire qui montre que le gouvernement ne réagit que par les scandales et par les effets de communication, plutôt que par la réalité du terrain ou par la décence minimum, quoi. C'est pas la famille des personnes qui sont décédées et qui sont à Rungis de payer, en fait, les services d'une entreprise privée. Surtout que cette entreprise-là, elle bénéficie du loyer gratuit, hein. C'est une réquisition, il n'y a pas de location. Pour changer d'habitude, aujourd'hui, on va commencer par une bonne nouvelle, et ça, c'est en Angleterre que ça se passe, où tu as la Banque centrale qui va racheter directement les bons du Trésor public. Bon, dit comme ça a pas l'air foufou, mais en vrai, c'est une petite révolution qui s'est passée outre-Manche. En gros, ce qui se passe en Grande-Bretagne comme partout dans le monde, c'est que le gouvernement va devoir faire face à énormément de dépenses. Et d'habitude, dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? C'est le pays qui émet des bons du Trésor que le marché obligataire rachète. Et le marché obligataire, en gros, c'est des fonds financiers, c'est des banques d'investissement, c'est d'autres États, c'est ceux qui ont énormément de fric, en fait. Donc, tu as l'énorme contrainte de, il faut financer un intérêt, et surtout, tu es pas sûr que quelqu'un rachète tes bons, ce qui fait que tu n'es pas sûr de pouvoir tout financer. Et là, ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, c'est que la Banque centrale, elle dit, moi, je rachète tous tes bons, ce qui fait que qu'importe tes dépenses, tu vas trouver un financement à côté, et ça, sans intérêt. Et ça, c'est possible d'ailleurs seulement parce qu'ils ont quitté l'Union européenne. Et cette façon de financer l'État directement par la Banque centrale, c'est une pratique qui est promue notamment par ceux qui défendent la théorie moderne de la monnaie. Et d'ailleurs, le Canard avait rencontré l'économiste qui promue le plus cette technique-là de la création monétaire par les banques centrales directement pour l'État. Et on avait filmé sa conférence, la vidéo est disponible sur la chaîne du Canard et en description. Et en gros, tout le débat, c'est de savoir si oui ou non la création monétaire, quand elle est faite de cette façon, est-ce que ça crée de l'inflation ou pas? Parce que si ça crée beaucoup d'inflation, ça risque de détruire l'économie. Mais de l'autre côté, les défenseurs de la théorie moderne de la monnaie, ils disent qu'on est dans une situation tellement d'austérité monétaire que si on rajoute maintenant de l'argent, ça va pas du tout créer de l'inflation, ça va créer de la richesse. Et en plus, dans des secteurs stratégiques qu'on aura choisis politiquement comme la transition écologique. Ce qui fait que tu as beaucoup de personnes qui réfléchissent à d'autres solutions, parce que si on finance intégralement les dépenses liées au Covid-19 par le marché obligataire, ça va créer une concurrence assez dégueulasse entre les différents bons du Trésor. Et surtout, ça va faire que c'est des financiers qui vont se goinfrer de l'argent public et pas du tout les hôpitaux. Et ça va créer une situation de dette et bientôt après d'austérité avec énormément de puits, ce qui fait que l'économie va pas du tout être relancée si on passe intégralement par le marché obligataire. C'est une bonne nouvelle un peu technique, mais une bonne nouvelle quand même, parce que ça casse le mythe de la banque centrale dite indépendante, qui devrait que gérer l'inflation. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la Fed, la Banque fédérale américaine, elle a annoncé qu'elle va aider aussi directement les entreprises, brisant lui aussi le mythe de la Banque centrale indépendante. Et pour les signataires du traité de Lisbonne, c'est illégal en fait de financer directement l'État par sa banque centrale. C'est interdit par l'article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, ce qui rend compliqué les choses. Mais après, est-ce que vraiment les États européens vont sacrifier leur économie, vont sacrifier leur système de santé juste pour respecter quelques traités, quoi? Et pour cette deuxième info, on va répondre précisément à la dernière question en disant oui. Les États de l'Union européenne sont prêts à sacrifier leur économie juste pour sauver les traités. Les différents ministres de l'économie de l'Union européenne, ils ont fait une petite réunion là en télétravail et ils ont décidé de pas mal de trucs et on va faire rapidement le point sur ces décisions. Et pour parler de ces annonces, il faut parler d'autre chose avant. Il faut parler du mécanisme européen de stabilité. Bon, si j'ai bien compris, c'est un énorme tas de pognon qui sert de garantie pour dire en gros que les États qui n'arrivent pas à se financer à travers les bons du Trésor dans le marché obligataire, donc ils trouvent pas de fonds de pension pour acheter leurs bons, et dans ce cas-là précis, ce fonds de garantie va permettre de rassurer les marchés pour que peut-être, on sait jamais, ils acceptent. Oui, parce qu'il faut pas oublier que l'un des objectifs du néolibéralisme, c'est d'imposer aucune contrainte au marché financier. Donc en gros, c'est là pour rassurer, mais t'as aucune contrainte légale qui obligerait, je sais pas moi, des fonds financiers à acheter des bons du Trésor. C'est juste là pour rassurer et en espérant que ça marche. Et donc les prérogatives du mécanisme européen de stabilité, ils ont été étendus pour le cas du Covid-19. Sauf que, comme on a vu déjà, il n'y a pas d'obligation pour que les marchés financiers achètent ces bons du Trésor. Donc t'as pas d'efficacité réelle, t'as pas de contrainte légale. Ils se plient un peu aux lois du marché en espérant que ça marche. Mais surtout, ces prêts-là ne concerneront que 2% du PIB pour chaque pays. Ce qui fait à peu près, il donne l'exemple à Le Monde de 40 milliards d'euros pour l'Italie. Ce qui est absolument ridicule par rapport à la perte que le Covid-19 a engendré. Et en plus de ça, il rajoute un autre truc, c'est que les dépenses ne peuvent être que liées à la santé.
Ça peut pas être lié aux entreprises, ça peut pas être lié à un système social, c'est juste pour le domaine de la santé. Ce qui fait que c'est quelque chose, on n'est pas sûr que ça va marcher et ça se plie sur les lois du marché. Secondement, les fonds qui sont alloués, ils sont très très bas. Et troisièmement, ils ne concernent qu'un seul secteur. Bon, certes important, mais qui va pas résoudre tous les problèmes. Il y a aussi des négociations qui sont en train d'être faites pour savoir est-ce qu'on va mutualiser 500 milliards de dettes. En gros, c'est au nom de toute l'Union européenne, il y a des bons qui sont émis, donc garantis par tous les pays, et ces 500 milliards-là, on se les partage après. Ce qui fait qu'en gros, les pays qui seraient pas solvables, je sais pas, par exemple l'Italie, eh ben eux, ils pourront emprunter à un meilleur taux parce que l'Allemagne se mettrait avec eux, par exemple. Sauf que là-dessus, il n'y a pas eu d'accord entre les différents pays. Et concernant la Banque Centrale Européenne, elle a promis d'injecter énormément d'argent en rachetant des titres d'obligation. Et donc ce que j'en ai compris moi, c'est que ça va surtout concerner des entreprises qui ont des actions qui sont un peu pourries et qui se le font racheter pas du tout au prix de vente mais à un prix garanti par la BCE. Et ça c'est ce qu'on appelle du quantitative easing. C'est un mot anglais à la con pour dire que c'est les banques centrales qui rachètent des trucs. Mais l'Europe a une particularité, c'est que le quantitative easing, il concerne que des titres d'obligation et ça descend jamais, en fait ça ne ruisselle jamais au niveau des peuples, au niveau des États. Ce qui fait que la BCE, jusqu'à très récemment, elle injectait 80 milliards d'euros par mois. Mais ça, jamais aucune économie de l'Union européenne en a vu la couleur. Ce qui fait que là aussi, j'ai des doutes sur l'utilité réelle de ce genre de truc. Surtout que ce truc-là, il est vendu par Lagarde, qui est la présidente de la BCE, comme quelque chose qui veut rassurer les marchés. Pourquoi il faut rassurer les marchés? Parce que la seule manière de financer un État, c'est à travers des obligations, comme on l'a vu, avec les bons du Trésor. Ce qui me laisse penser que ce truc-là, on va pas y voir la couleur et c'est surtout pour les financiers. Mais peut-être que je me trompe. Si vous avez des informations là-dessus, hop, par commentaire, comme ça le débat va pouvoir continuer. Et dans à peu près le même sujet, Mediapart, ils ont fait un chouette papier concernant la France. Et plus particulièrement les moins 10% de PIB qu'on va se taper là dans les mois à venir, de savoir comment est-ce qu'on va se sortir de tout ça et comment on va relancer l'économie après. Et donc il parle notamment d'aide sans condition, de nationalisation mais sans contrainte, du refus de rétablir une fiscalité pour les plus riches et notamment l'ISF, et l'explosion de la dette publique qui va engendrer des politiques d'austérité qui vont être justifiées par les plans de stabilité européens, par les traités machin truc, ce qui fait que dans les mois à venir, on risque d'avoir des coupes budgétaires assez sévères. Ce que dit Mediapart, en fait, c'est que la France va avoir une réaction très conservatrice par rapport à ce problème-là. Un article très intéressant, évidemment, comme toujours, dans les revues de presse, qui est disponible, où ça, en description. Pour cette troisième info, on va parler d'un article de l'Humanité, et quand je l'ai vu, j'ai à la fois fait les gros yeux et froncé les sourcils. Il s'agit d'un article qui s'appelle « Nos données de santé fournies à une start-up financée par la CIA ». Et on va parler d'une entreprise américaine dont le nom est parfaitement choisi, je trouve, il s'agit de Palantir. C'est une entreprise qui est spécialisée à la fois dans l'analyse et dans la visualisation des données. Et là, ils essayent de vendre un logiciel qui permettrait en fait d'anticiper un peu mieux l'épidémie du coronavirus, et ça, ils le vendent à des pays européens. Et tu as une trentaine de contrats qui ont déjà été signés, notamment chez les Anglais. Sauf que là, et je l'invente pas, je vous jure que c'est vrai, tu as quelques soucis de conflit d'intérêt avec cette entreprise. Alors la première, elle est dans le titre, c'est que cette entreprise-là, elle a largement été financée par la CIA, qui utilise ses services depuis très longtemps. Ce qui fait que tu as une entreprise américaine, déjà faut se méfier, tu vois, mais en plus financée par la CIA, qui en plus fait de l'analyse et de la visualisation des données. Et ça, tu as des hôpitaux en Angleterre et en Allemagne qui l'utilisent. Rien que ça, déjà, ça devrait, tu vois. Et ça va encore plus loin parce que le patron de Palantir, il est plein de trucs, en fait. Il est à la fois milliardaire, libertarien, transhumaniste et surtout conseiller de Trump au numérique. Et donc, évidemment, mais ce gars-là, mais il a des liens, mais plus que certains, avec les États-Unis, avec les services de secret états-uniens, et évidemment qu'il va promouvoir des intérêts privés. Et ce type-là a signé une trentaine de contrats avec des entreprises publiques en Europe pour qu'ils puissent choper toutes les données concernant la santé. Mais à quel moment tu fais ça? Surtout après le scandale de Snowden, où on a vu que même sans autorisation, les États-Unis pratiquaient un espionnage massif. Moi, je trouve ça absolument dingue qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, quoi. Que des gens acceptent de filer des données à des malades comme ça. Mais, je vous ai pas dit la meilleure. La DGSI, c'est le service de renseignement français de l'intérieur. Et ben eux, après le Bataclan, ils ont eu plein de données parce que tu as eu des lois de renseignement qui ont été faites. Sauf que eux, ils n'arrivaient pas à gérer les données, enfin disent-ils, et donc ils ont signé un contrat avec Palantir. Ce qui fait que la DGSI, là, ça a été fait en 2015, ça a été renouvelé en 2019, ce qui fait que la DGSI, là, actuellement, ils sont en train d'utiliser un système pour analyser toutes leurs données, donc toutes nos données à nous, hein. Et ce logiciel-là, je vais le redire parce que c'est fou, hein. Ce logiciel-là, c'est une entreprise qui a été financée par la CIA,
dont le patron est milliardaire, libertarien, transhumaniste et conseiller de Trump. C'est fou, non? L'indépendance de la France et la souveraineté de la France, c'est proche de epsilon, quoi, c'est proche de zéro. Et ce logiciel-là, en gros, comment ça marche? Tu lui donnes énormément de données sur l'état des stocks, sur la capacité d'accueil des hôpitaux, sur les salariés de l'hôpital, et lui, il te ressort quelque chose, c'est par exemple le nombre de personnes qu'il y a dans la file d'attente, c'est quand est-ce qu'il faudra racheter des masques, c'est quand on va tomber en pénurie de machin. Et ce logiciel-là, il va aussi faire énormément de fiches personnalisées pour les patients, pour les malades, pour les soignants, pour pouvoir prédire après leur comportement. Ce que va ressortir ce logiciel par rapport à ces données, ça va définir après la stratégie politique à mener. Mais ça paraît évident que t'as un conflit d'intérêts énorme là-dessus, quoi. T'as aucun contrôle sur comment marche le logiciel. Donc évidemment, le logiciel va servir des intérêts qui sont pas les intérêts de la nation française, mais qui sont au moins les intérêts de la CIA et de l'État américain. Et d'ailleurs, si on commence à faire du lien entre les différentes revues de presse, on a vu hier qu'ils ont fait un premier pas sur le traçage numérique. Pendant que j'avais tourné la vidéo, j'avais pas lu en fait l'article du Monde qui avait interviewé Olivier Véran et le secrétaire d'État au numérique, et il disait en gros que tu n'auras pas de traçage GPS, mais que ce sera juste du Bluetooth. Ce qui fait que ça rassure un peu sur le côté surveillance. Mais si tu combines ce truc-là de traçage numérique avec en plus cette capacité d'analyser toutes ces données qui arrivent et qui sont analysées par la CIA, tu te rends compte que potentiellement tu as quand même un gros merdier. Enfin bref, pour l'heure, la France, elle n'a pas signé avec Palantir. Est-ce que après ça va concerner la France? Bien sûr, on va rester vigilant là-dessus et on vous tiendra au courant dans les revues de presse. Alors, hier, on a fait des projections un peu dans le vent et un peu au pif sur des petits raisonnements concernant le traçage numérique, en disant que très probablement, ça va pas du tout être utilisable, parce que à la fois, tu as plein de personnes qui sont malades, mais dites asymptomatiques, qui seront jamais testées, donc tu vas pas savoir si cette personne-là est malade, donc elle sera pas sur le logiciel, et donc tu risques de croiser des gens qui sont dits sains sur le logiciel, mais qui sont en fait malades. Et en plus, vu que c'est sur la base du volontariat, c'est à peu près sûr qu'il y a peu de personnes qui installent l'application. Et pour aller un peu plus loin, tu as un camarade réfractaire qui a mis un commentaire sur la précédente vidéo. Ce camarade-là, il s'appelle Kepot, et il a mis un lien d'une vidéo d'un autre youtubeur qui lui fait des projections un peu mathématiques sur différents problèmes liés à la politique. Enfin pas que, il a fait des trucs sur les fractales aussi, mais en gros il fait des maths et il parle aussi de politique. Et à coup de fraction et de racine carrée, il a fait une première estimation du nombre de personnes qui doivent avoir l'application pour que ce soit efficace. Et il a estimé ça à 80%. Ça veut dire qu'il faut que 80% de la population ait cette application pour que ce soit efficace, et ça sans prendre en compte les problématiques des malades asymptomatiques qui ne sont pas testés. Hier, on parlait de l'avenir politique de cette mesure-là, en disant que la seule chose à faire, c'était que le gouvernement, il impose un peu l'installation de ce logiciel, notamment pour les personnes infectées. Et vu qu'il faut que 80% des personnes aient cette application, c'est à peu près sûr que ça ne marchera jamais. Donc, s'ils mettent la loi en place là, c'est pour d'autres raisons que la simple utilité sanitaire. Ce vidéaste-là, il s'appelle Vlanx, et il résume très bien énormément de choses, et notamment sur une approche dont on n'a pas l'habitude et qui apporte de la richesse au débat. Et donc je vous recommande tous, bien évidemment, de vous abonner à sa chaîne. Et voilà ce qui finit aujourd'hui la revue de presse, qui était peut-être un peu plus technique que d'habitude. Si ça vous plaît, en tout cas ce genre de format, n'hésitez pas à le dire par commentaire, comme ça je saurai si je dois mieux expliquer les choses ou si là ça va. Et si vous voulez soutenir cette initiative, le plus important c'est de partager cette vidéo. Les revues de presse, il y en a tous les jours à peu près à 20h. Et si vous voulez être au courant des diffusions, vous pouvez vous abonner. J'avais posé aussi hier la question du monde diplomatique et il y a pas mal de personnes qui sont intéressées. Donc on va essayer l'expérience et on va sortir cette caméra pour la mettre un peu à l'extérieur, histoire de quitter un peu ce studio-là. Et on se retrouve, nous, demain pour une prochaine revue de presse, à peu près à 20h. Vous connaissez la chanson maintenant. Et en attendant, bon confinement à vous.